Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mag sur Sensation. Ce soir, je reçois Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer la vie de l'un des pères fondateurs de l'Europe, le Britannique Winston Churchill. C'est bon au niveau de la prononciation, on y est presque. Churchill. Oui. Churchill. Né en 1874, il passe son enfance dans un milieu aisé. Sa jeunesse est guidée par un parcours militaire qui l'emmènera notamment en Inde ou au Soudan. Et c'est en Afrique du Sud, lors d'une évasion, qu'il se fait connaître, notamment dans son pays. Sa carrière politique, il la commence au tout début du XXe siècle en devenant député conservateur. Ensuite, il va connaître une longue carrière politique en Grande-Bretagne. Il va à peu près occuper tous les postes possibles et inimaginables. Oui, il changeait beaucoup de postes. Et puis il faut savoir qu'il était aussi connu pour ses talents d'écrivain, de poète. Il lui a parfois causé quelques soucis parce qu'il n'avait pas, comme on dit, sa langue dans la poche. Ah oui, il était du monde aristocratique, mais il avait des fois, quand il avait des choses à dire, il les disait clairement, mais toujours de manière élégante. Alors pendant l'entre-deux-guerres, il sera ministre du Commerce, de l'Intérieur, des Munitions, secrétaire d'État pour la guerre. Et face à la montée du nazisme et d'Hitler dans les années 30, il est l'un des rares hommes politiques britanniques à s'alarmer de la situation et à finalement tirer la sonnette d'alarme. Absolument. Il s'oppose d'ailleurs à la majorité des conservateurs et même des travaillistes de l'époque qui pensent qu'on peut négocier quelque chose avec Hitler. C'est la fameuse rencontre de Munich. Et lui, dès le départ... Il perçoit le danger. Oui, il perçoit le danger et que ça ne sert à rien et qu'au contraire, on ferait mieux justement de faire l'acquisition des armes auprès des Américains qui sont les seuls à visiblement pouvoir en produire en grand nombre pour se préparer à la guerre plutôt que de croire vainement à la paix. Mais c'était dans l'air du temps. Après la Première Guerre mondiale, on espérait qu'on n'aurait plus jamais une deuxième guerre aussi terrible. Eh bien, Churchill avait bien vu que malheureusement... On s'acheminait vers cela. Et finalement, une fois la guerre déclarée entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, on se tourne logiquement vers lui qui avait tout compris à l'avance. Oui, pour diriger le pays. Voilà, donc lui devient le Premier ministre, un peu sans l'avoir vraiment préparé ou demandé, mais parce qu'il était le seul finalement à avoir tiré les sonnettes d'alarme. Et puis il a ces fameux discours très importants, puisqu'il manie l'art du langage et de la rhétorique, où il demande aux Britanniques vraiment de résister. Il leur dit: je ne vous promettrai que du sang, des larmes. Il y a une certaine franchise là-dedans qui peut faire peur, mais qui finalement... Et qui porte ses fruits, parce que les Anglais se montreront admirablement courageux pendant les phases de bombardement et de guerre aérienne que les Allemands ont entrepris sur l'Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va endosser le rôle du père de la nation. Est-ce qu'on peut grossièrement le comparer au général de Gaulle en France, même si les situations ne sont pas les mêmes, puisque le général de Gaulle, lui, n'est pas au pouvoir en France oui, ce en sont 1940 notamment, deux personnages dans historiques. Dans le symbolique. Je pense que pour les Britanniques, Churchill, c'est aussi symbolique, voire peut-être même plus que le général de Gaulle. C'est celui qui a appelé vraiment à la résistance et qui a organisé l'effort de guerre. Celui qui continuait à tenir ses réunions tous les jours de War Cabinet, donc le cabinet de guerre sous terre à Londres, en plein centre de Londres, dans des souterrains, alors que la ville était bombardée, et qui dormait sur place, enfin qui était un homme entièrement dévoué à son travail. C'était finalement le plus grand résistant européen au nazisme, et Adolf Hitler. Ah oui, il a toujours résisté. Et ensuite, il a vu le danger stalinien aussi, et il a toujours dit qu'il fallait aussi se méfier de ce qui allait se passer après la guerre. Donc, pour lui, il les mettait sur un pied d'égalité, le communisme et le nazisme. Il était tout à fait au courant de ce qui se passait en Union soviétique à l'époque et des purges staliniennes. Donc il était l'allié de Staline du fait des circonstances de la guerre, mais il n'a jamais été dupe sur Staline. Et il a toujours mis en garde sur ce qui allait se produire ensuite. Et l'objectif des Anglais, c'était d'ailleurs d'arriver à Berlin avant les Russes. Bon, ça n'a pas pu se faire
en raison des retards de la résistance allemande dans les Ardennes. Mais je pense que ce qu'il avait bien compris, c'était qu'en effet, il y avait un grand risque que les Russes envahissent l'Europe pour s'attribuer ce territoire et ne pas le rendre. Alors, malgré ce rôle de résistant et d'opposant aux nazis, une fois la guerre terminée en 1945, Churchill vit une défaite politique terrible. Il perd les élections de 1945. Oui, comment c'est possible ça, alors que savez, c'était lui finalement le résistant numéro 1? Vous savez, peut-être que c'était l'homme de la guerre et les gens voulaient la paix. Les électeurs se disent ensuite nous sommes en paix. Vous savez, quand il y a eu un conflit comme cela, on espère très vite pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, De Gaulle a eu à peu près le même sort, puisque après la guerre, enfin, tout de suite en 1945, il est président de la République, et ensuite, à nouveau, il ne l'est plus. Donc, on ne veut peut-être plus d'un chef de guerre au pouvoir. Mais bon, pour Churchill, je crois que lui, il continuait à alerter sur le danger de la guerre froide. Oui, et c'est là où, après la Seconde Guerre mondiale, il fait des États-Unis d'Europe son principal projet, son idée politique la plus importante. C'est lui qui parle d'États-Unis d'Europe pour la paix. Oui, bon, il faut savoir qu'il avait quand même fréquenté des militants de la paix pendant l'entre-deux-guerres, et que cette idée d'États-Unis d'Europe pour la paix était quelque chose qui était déjà en germe entre les deux guerres. Et c'est vrai qu'en 1946, il surprend, parce qu'il est britannique et on n'attend pas forcément cela des Britanniques, et lors d'un discours célèbre à l'université de Zurich, il défend cette idée d'États-Unis d'Europe, pour que les Européens s'unissent dans la paix et tournent le dos à la guerre. Et il militera aussi pour que le Conseil de l'Europe soit créé, qui est la première instance, finalement, qui n'est pas une instance de l'Union européenne d'aujourd'hui, mais une instance européenne pour les droits de l'homme, pour la paix. Ce Conseil de l'Europe qui est toujours basé à Strasbourg, il sera un ardent militant de la création de cet organe. Alors ça, c'est pour l'immédiat après la guerre, et il redevient Premier ministre en 1951. Là, il s'éloigne un peu de ses penchants très, très européens. Oui, pourquoi? Parce que... un peu à l'image des Britanniques, finalement. C'est-à-dire qu'en parallèle, vous avez en 1950 le projet donc de Jean Monnet et de Robert Schuman de Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans lequel la Grande-Bretagne n'est pas partie prenante. Bon, pour plusieurs raisons, parce que les pères de l'Europe savaient que le temps n'était pas mûr pour les Britanniques de s'allier, notamment sur des ressources aussi importantes que le charbon et l'acier, de les mettre en commun avec l'Allemagne. Ils ne pouvaient pas le faire, ils n'étaient pas prêts. Et en plus, parce que ça ne correspond pas à la vision britannique de ces États-Unis d'Europe, ils veulent bien que les pays d'Europe s'unissent, mais ils veulent que les pays d'Europe restent souverains et ne soient pas sous domination ou sous houlette d'un organe supranational. Des ressemblances avec aujourd'hui. Oui, là-dessus, il y a une certaine continuité vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Les Britanniques sont européens dans le sens qu'ils sont pour un grand nombre des acquis de l'Europe, libre circulation des marchandises, un peu moins libre circulation des personnes quand il s'agit d'accueillir des gens chez eux, mais dès que c'est à leur avantage de commerce ou de libre circulation des capitaux, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on veut leur imposer trop de choses, là, il y a ce repli, un petit peu... classique de la Grande-Bretagne qui dit mais après tout nous ne voulons pas complètement être intégrés, nous voulons garder notre souveraineté. Et finalement, Churchill quitte son poste de Premier ministre en 1955, reste membre du Parlement britannique jusqu'en 1964 et se consacre en partie à sa passion pour l'écriture ensuite. D'ailleurs, on le sait moins, mais Churchill a reçu le prix Nobel de littérature en 1953 pour ses mémoires de guerre. Il s'éteint le 24 janvier 1965. Merci Philippe Le Guen d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de ce mag. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association Jean Monnet. Plus d'infos sur agmonnet.eu et vous pouvez réécouter, revoir cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.